Eh bien, bonjour et bienvenue à cette série qui sera un aperçu des livres de H.P. Blavatsky, connu sous le nom de Doctrine secrète. Cette série est vraiment conçue pour commémorer le fait que ces volumes sont imprimés depuis 100 ans. C'est le centenaire de leur publication originale et je pense que c'est une source de grande joie que ces volumes n'aient jamais été épuisés depuis qu'ils ont été publiés pour la première fois en octobre 1888. Alors, cette semaine, nous avons l'opportunité de voir ce qu'est la doctrine secrète. Ceci est l'édition de 1978 qui maintient la pagination originale et c'est ainsi qu'elle était quand elle est sortie en seulement 2 volumes. Il y a eu un certain nombre d'éditions différentes, mais c'est à celle-ci que je vais me référer et j'espère aborder certaines des idées de ce travail et aussi discuter de certains des principes. Je pense qu'il est très intéressant de noter qu'en conclusion de la première partie de son travail majeur dans le volume 1, la toute première partie du volume 1, H.P. Blavatsky a écrit « Il est fort possible que le mental, l'esprit de la génération actuelle ne soit pas tout à fait mûr pour la réception de vérités occultes. Et maintenant, à savoir si nos esprits sont mieux équipés ou mûrs en utilisant son propre terme, est une question à laquelle je ne suis pas sûre que nous voulions répondre. Je ne sais pas vraiment. Mais nous allons regarder un peu plus tard ce matin différents aspects concernant le processus mental. Quel était l'état d'esprit de l'époque où HPB a écrit ces volumes? J'utiliserai surtout les initiales HPB, qui est plus simple que de dire H.P. Blavatsky ou son nom complet, Elena Petrovna Blavatsky, donc HPB. Il ne fait aucun doute, il me semble, concernant l'influence de ces volumes. L'influence des idées qui ont été présentées par HPB dans cette présentation de la philosophie ésotérique dans le monde de la pensée et que non seulement des penseurs exceptionnels dans de nombreux domaines, les hommes de science, les chefs de file dans d'autres domaines, les études religieuses par exemple, ont examiné ces postulats présentés dans la doctrine secrète et, en fait, beaucoup ont ouvertement admis qu'ils étaient inspirés par ces idées et qu'ils reconnaissaient les idées ou la source des idées. Beaucoup ont reconnu que c'est à partir d'une étude de ce travail qu'ils ravivent leur inspiration. Aussi, plusieurs milliers d'individus ont trouvé l'inspiration ainsi qu'une compréhension plus profonde des mystères de la vie, de la nature de l'homme et de la compréhension de notre propre être à partir d'une lecture de la doctrine secrète. Donc, dans un petit moment, je veux discuter de ce qu'était l'état d'esprit il y a une centaine d'années et de notre état d'esprit d'aujourd'hui, car il y a certainement eu un énorme changement dans l'état de conscience au cours des 100 dernières années. On peut le voir, et certainement un énorme changement au cours des 50 dernières années et probablement encore plus spectaculaire au cours des 25 dernières années. J'ai mis au tableau la dédicace qu'HPB a donnée à ces volumes et je pense qu'il vaut la peine d'y porter une attention. Ce travail, dit-elle, je le dédie à tous les vrais théosophes. C'est un terme intéressant, vrai théosophe. Elle ne dit pas membre de la société théosophique, mais plutôt vrai théosophe. Qu'est-ce qu'un théosophe? C'est un chercheur de la vérité, et c'est une personne qui connaît. Il tire ce savoir d'une compréhension intérieure de la nature de la réalité. Donc, ils proviennent de tous les pays et de toutes les races. Puisque c'est eux qui ont attiré, et je pense que c'est aussi une phrase intéressante, qui ont attiré presque comme si la présence de véritables théosophes dans le monde agissait comme un aimant pour susciter l'exposition des principes fondamentaux.
et donc ces principes ont été écrits pour eux. J'ai également mis au tableau certains des termes qui ont été utilisés pour transmettre l'idée qu'il existe une tradition de sagesse dans le monde. Lorsque j'écris doctrine secrète en italique ou en le soulignant, ou d'autres façons semblables, donc quand je le souligne, c'est une référence à ces 2 volumes, une référence aux mots écrits par HPB. Nous verrons demain dans une certaine mesure qui était l'auteur. Quand il est écrit sans être souligné, et souvent HPB dit au cours de ce livre « La doctrine secrète », elle se réfère à cette tradition particulière qui pour beaucoup de gens était souvent une tradition orale, une tradition enseignée dans les écoles de mystère, et c'est donc une distinction à faire des volumes eux-mêmes. Un autre terme qui est utilisé très fréquemment est religion-sagesse. Pas une religion, pas un credo, pas un ensemble de croyances, mais la connaissance originelle, la religion d'origine qui était la sagesse elle-même, la religion-sagesse. Philosophie ésotérique, et encore. Vous trouverez dans ces volumes ce terme utilisé, je ne l'ai pas mis ici, mais aussi la philosophie occulte ou la science occulte et ésotérique ayant bien sûr la même signification. Gupta Vidya ou Brahma Vidya. Le mot Vidya vient de la racine sanskrite vid, voir, percevoir, savoir, et c'est donc une vue, une certaine vision, une façon de voir. Gupta signifie caché, donc c'était cette vision de cela qui sous-tend l'existence de ce qui est caché ou la vue de l'origine des choses. Brahma, le principe créateur, une perception de cela en fonctionnement. Bodhidharma, dharma, encore un mot très difficile à traduire, ayant plusieurs significations. Vérité, devoir, justice, ce qui soutient, ce qui nourrit l'univers, de la racine sanskrite dri, soutenir, nourrir. Et Buddhi est la sagesse, la compréhension. Nous le retrouvons dans Buddhi, dans le Bouddha, l'individu qui était illuminé. Donc c'est la vérité de l'illumination, si vous voulez. Je ne l'ai pas écrit ici, mais nous pourrions aussi mettre le terme grec « gnose », et cela, bien sûr, a le même sens que le sanskrit « jnana », le « jnana yoga » comme HPB le nomme, et cela nous donne bien sûr le terme anglais « knowing », et pour les étudiants en langue, le JN, GN, KN proviennent tous de la même racine du grec et du sanskrit, et en anglais « connaître ». Des écrivains plus contemporains ont utilisé la phrase. Aldous Huxley, par exemple, a utilisé l'expression « philosophie éternelle », cette philosophie qui est toujours présente dans le monde. Huston Smith en parle comme une vérité oubliée, la vérité qui est fondamentale à notre nature et que nous avons oubliée, dont nous ne nous souvenons plus. Et bien sûr, nous l'appelons, ou beaucoup l'appellent, nous la connaissons sous le nom de théosophie. Encore plus difficile peut-être à définir, donc en fait, théosophie. Donc j'espère que ces mots, ces termes, qui peuvent être utilisés de manière interchangeable, peuvent être utiles pour voir. Chacun donne bien sûr un sens légèrement différent, mais fondamentalement le même sens. Maintenant, je vous ai donné à tous un aperçu de ce que j'espère couvrir. Et comme vous le verrez dans cette première session ensemble, je veux parler de l'éveil d'un nouveau mode de pensée. Mais avant de passer directement au sujet, je voulais lire une déclaration de Neil Armstrong. Neil Armstrong, comme vous le savez probablement, est mieux connu comme le premier homme sur la Lune et à la suite de son expérience de marcher sur la Lune, qui était vraiment une expérience altérant la conscience, il était largement responsable de la création de l'Institut des sciences noétiques.
IONS, qui s'occupe de la recherche sur la conscience et va dans un certain nombre de domaines différents. Un institut merveilleux. Il y a quelques années, il a été appelé à parler à une certaine conférence et bien sûr, on a supposé qu'il parlerait de l'importance de la science et de la technologie, etc. Toutes les choses qui lui ont permis de marcher sur la Lune, qui lui ont permis d'aller dans l'espace et ainsi de suite. En fait, il était censé parler de l'avenir des sciences et technologies spatiales. C'était d'ailleurs le thème qu'on avait annoncé. Mais il a ignoré le sujet et il a commencé à parler de Léonard de Vinci en tant qu'artiste et inventeur, puis il a parlé de Copernic en tant que savant qui a révolutionné nos concepts de l'univers, puis il a raconté comment Copernic avait étudié Aristote et il a parlé d'Aristote et il a parlé du professeur d'Aristote, Platon, et ainsi de suite. Et il a dit que s'il n'y avait pas eu de Platon, il n'y aurait pas eu d'Aristote. S'il n'y avait pas eu d'Aristote, il n'y aurait pas eu de Copernic. Et s'il n'y avait pas eu de Copernic, il n'y aurait pas eu d'Armstrong. Alors, je pense que nous avons ici un ensemble de relations très intéressantes parce que ce qu'il a souligné, c'est que même si nous sommes plongés dans la science et la technologie et que nous sommes pris dans ce domaine et qu'une partie de notre réflexion est influencée aujourd'hui par la science et la technologie, les racines savantes, les racines de cette technologie résident dans de grandes idées universelles, de grands concepts. Nous avons tendance à regarder les atterrissages sur la Lune, les satellites, Mars, Vénus, voyager jusqu'à d'autres planètes, même à l'extérieur de notre système, comme de grandes réussites techniques. Mais tout cela est né de la spéculation philosophique et de la philosophie d'individus qui n'avaient jamais vu une fusée, qui n'avaient même jamais connu les systèmes électriques. Mais sans les idées de ceux-là, les fusées et les systèmes électriques et tout le reste n'auraient jamais été. En fait, sans les conceptions de ces penseurs, a déclaré Armstrong, sans ces conceptions de base, nous serions encore en train de ramer sur des galères à travers les eaux, et peut-être même que nous ne ferions même pas cela. Il a donc suggéré que ce soit des sciences humaines du monde spéculatif que nous viennent les plus grands avantages, et c'est peut-être l'une des raisons pour laquelle il vaut la peine de regarder un travail qui a été publié il y a 100 ans et qui contient de grandes idées, des principes universels. Plus encore, au cours de la période de questions qui a suivi le discours d'Armstrong, on lui a demandé quel champ d'études il recommanderait pour le jeune étudiant qui voudrait anticiper les besoins futurs. Aujourd'hui, la plupart des jeunes choisissent par exemple l'étude de l'informatique. Sa réponse a été que le domaine qui doit être étudié sont les sciences humaines et que nous devons en apprendre davantage sur notre comportement, dans nos relations les uns avec les autres. Il dit, je pense que c'est la direction la plus importante que nous pouvons prendre, essentiellement pour commencer à nous comprendre nous-mêmes. Incroyable. Donc, je cite cela seulement en tant qu'exemple. Eh bien, il existe de nombreuses façons dont nous pourrions aborder ce survol que je vous suggère et dans lequel nous nous engageons cette semaine. Bien sûr, je ne propose pas de défendre ces volumes et les idées émises dans ceux-ci ou de présenter des excuses pour la manière dont elles sont présentées. Je pense que H.P. Blavatsky n'a besoin ni d'excuses ni que l'on se porte à sa défense. Mais nous devons tout d'abord reconnaître que les principes énoncés dans la doctrine secrète n'ont pas été donnés dans un sens final d'une révélation, mais comme des vérités vérifiables.
Et en cela, l'étude de ces deux volumes diffère de tous les manuels ordinaires, de toutes les études ordinaires, dû au fait que la testabilité, la vérification ne réside pas dans des laboratoires externes, dans des situations qui nous sont extérieures, mais la testabilité est unique. Elle réside dans les transformations intérieures qui doivent se produire pour qu'il y ait compréhension des idées. De plus, un étudiant, n'importe quel étudiant, pourrait, s'il se donne suffisamment de temps, d'énergie et ayant l'intérêt, rassembler les preuves justificatives se basant sur les philosophies, les religions du monde, la mythologie, l'art, la culture, les sciences, etc. Et à partir de cet immense ensemble de données qu'il aurait rassemblées et organisées, il pourrait, on le présume, en déduire certaines des idées et des grands principes. Toutefois, la validité ultime des principes ne provient pas du fait qu'ils ont été déduits à partir d'un si large éventail de données, mais doit reposer finalement sur la perception individuelle, intuitive et spirituelle de chacun, ainsi que sur sa propre intégrité inhérente à la recherche de la vérité. Alors, souvenez-vous que si nous faisons référence à ces volumes, ils ne doivent pas être considérés comme une révélation, ni comme l'énoncé final de la vérité concernant les origines de l'homme et les origines de l'univers. Il y a encore beaucoup de travail pour l'étudiant sérieux à faire, comme nous le suggérons, autant du point de vue de la découverte que de l'interprétation des principes de base ancrés dans la doctrine et encore plus important, en vérifiant la validité dans nos vies. Si nous ne sommes pas différents à la suite de cette étude, nous n'avons pas vraiment le sens profond de la doctrine secrète. En fait, je pense que pour en saisir la signification profonde, il faut une sensibilité beaucoup plus intuitive que celle qui est présente chez la plupart d'entre nous. Les différents indices qui sont donnés sont conçus pour éveiller l'intuition de l'étudiant afin de stimuler une pensée plus profonde, et c'est pourquoi je veux parler ce matin de l'éveil de ce nouveau mode de pensée. Il n'est vraiment pas possible d'enseigner la sensibilité à la vérité. On peut enseigner beaucoup de choses, mais je pense que s'il y a une méthode pour enseigner cette sensibilité à l'ordre, à la beauté, à la vérité, je pense que c'est quelque chose qu'il est peut-être possible d'éveiller en étant exposé à des principes universels, et donc il me semble que c'est ce que nous regardons ici, ces principes qui nous sont présentés, nous laissant nous entraîner à la fois à comprendre les concepts qui en dérivent et leurs applications dans nos vies. L'accent est mis ici sur ce que nous pouvons appeler les premières vérités. Maintenant, HPB a englobé ces vérités dans les légendes, les allégories, le symbolisme. Elle utilise la science de son temps, la tradition de son temps et dans laquelle elle a elle-même grandi et dans laquelle elle était ancrée. Donc, il faut regarder ça. Pythagore, qui bien sûr était dans cette lignée de la tradition de la religion sagesse, et à qui elle rend hommage, bien sûr, le professeur de Socrate et Platon, Pythagore, dit qu'il y a des idées qui ont une dynamique, qui ont une énergie en elles, qui ont un mouvement, et je suggère que c'est vraiment ce qui est présent dans ces volumes. Et cela, bien sûr, est connu. La méthode qui est utilisée est la méthode déductive, tout à fait contraire à la méthode scientifique habituelle de travail, qui va du particulier au plus universel. C'est une autre chose qui peut rendre parfois difficile l'étude, parce que ce que l'on a établi comme étant des vérités universelles, les premières vérités, les vérités qui vont de soi, lorsqu'elles sont vraiment comprises,
L'approche alors, cette approche est fondamentale pour la philosophie ésotérique. C'est par la correspondance ou l'analogie, et HPB le dit très clairement. Elle a souligné la nécessité d'utiliser l'analogie comme fil conducteur pour comprendre que c'est le principal moyen pour combler le fossé entre la métaphysique et notre expérience dans le monde physique. Je suggère donc que pour l'individu qui est prêt à se débattre avec de grandes idées et qui commence à percevoir dans ces idées leur pouvoir transformateur, ainsi que leur application pratique, que l'étude de la doctrine secrète est une aventure passionnante. C'est une quête sans fin. Pas tellement parce qu'on accumule des informations. On peut, vous le savez, accumuler une sorte d'encyclopédie des données, d'informations présentées et ainsi de suite, les séquences son et ainsi de suite. Ce n'est pas le but, il me semble. Mais parce qu'on peut accumuler ce genre de choses au fur et à mesure que nous comprenons les termes de plus en plus. Plusieurs termes employés peuvent sembler étranges et décourager de nombreux étudiants. Mais ce qui arrive par la suite, c'est le développement d'une nouvelle façon de voir, le développement de la sagesse, ce qui signifie la croissance de ces capacités en nous qui, je le pense, nous permettent de vivre de façon plus créative, plus significative. Nous avons une vision et une compréhension plus large. Nous devons donc examiner un peu ce que j'ai appelé ce réveil d'un nouveau mode de savoir. Soit dit en passant, je dois mentionner que j'ai apporté ici, et vous voudrez peut-être en regarder quelques-uns pendant la pause, j'en parlerai plus tard, quelques-uns des travaux qui découlent spécifiquement, qui sont des commentaires sur la doctrine secrète. Ceux-ci proviennent de ma propre bibliothèque. Pratiquement tous les auteurs théosophiques, bien sûr, depuis le temps de HPB, ont basé leur perception, quel que soit le sujet théosophique, sur les principes présentés dans ces volumes. Mais il y a beaucoup de travaux qui sont spécifiquement liés à l'étude de ces deux volumes et desquels j'ai apporté une collection ici, dont je vais vous parler un peu plus tard. Comme je l'ai suggéré, regardons tout d'abord ce nouveau mode de pensée qu'HPB veut éveiller en nous par cette étude. Je laisse la dédicace parce que je pense que c'est important. Maintenant, dans le volume 2, page 335, et toutes mes références sont tirées des volumes originaux de l'édition de 1978, et il y a de disponibles, si vous avez l'édition en 6 volumes, par exemple. Il existe une liste de correspondances qui est disponible pour la 4e édition. Alors, vous pouvez toujours mettre la main sur cette liste pour ceux qui ont ce qui est connu comme l'édition Adyar, l'édition en 6 volumes. Cette liste est disponible. Si vous deviez obtenir la nouvelle édition, l'édition de 1978, la liste de correspondances est donnée dans le 3e volume, le volume qui va avec ces deux, qui est l'index et la bibliographie. J'aimerais ajouter que cela a été préparé par Boris de Zirkov. Toute cette édition, les corrections faites et le sanskrit, mis à jour à la manière contemporaine de la présentation du sanskrit, et ainsi de suite. C'est l'index le plus complet qui n'ait jamais été préparé et il contient aussi ces listes de correspondances publiées, donc il est très utile de l'avoir. Ces correspondances sont extrêmement précieuses. Donc, page 335, volume 2, HPB dit que la compréhension de la doctrine occulte, encore un autre terme, est basée sur celle des 7 sciences
et ces sciences trouvent leurs expressions dans les 7 manières différentes d'appliquer les archives secrètes aux textes exotériques. Demain, je vais en parler davantage de cette phrase particulière. Ainsi, elle dit que nous avons donc à tenir compte des modes de pensée sur 7 plans entièrement différents de l'idéal. Nous n'aurons pas le temps d'explorer tout cela en détail. Certains d'entre vous savent durant combien d'années j'ai donné la formation sur la doctrine secrète ici, et nous essayons maintenant d'en condenser une partie en 5 jours. Chaque texte qu'elle nous dit se rapporte à et doit être rendu sous l'un des points de vue suivants. Alors, elle énumère ces différents points. 1. Le plan réaliste de la pensée. 2. L'idéaliste. Et 3. Le purement divin ou spirituel. Très intéressant. Elle suggère, elle nous dit que les autres plans sont bien trop au-dessus de la conscience moyenne, surtout de l'esprit matérialiste, pour que l'on puisse admettre même qu'ils soient symbolisés en termes du langage ordinaire. Ce que nous essayons de faire, je suggère, est d'éveiller en regardant des principes universels un mode de pensée qui n'est pas diviseur, analytique, séparatif. Dans le sens le plus grossier, cela ne signifie pas que l'on n'analyse pas dans le sens de regarder divers aspects, mais que l'on reconnaît que l'ensemble est plus que la somme de ses parties, pour le dire très simplement peut-être. J'ai essayé de travailler avec ceux-ci pour essayer de comprendre, parce que ce sont évidemment des modes de pensée, ce qui signifie qu'ils se réfèrent tous au domaine qui est techniquement connu en sanskrit, terme qu'HPB utilise, comme le royaume de Manas, qui est le reflet direct d'un concept principal, idée principale trouvée dans la doctrine secrète, que l'univers est à travers la conscience, intelligence, que la conscience est le tissu même de l'univers et donc le principe créatif est le mental universel, si vous voulez l'appeler comme cela, ou Mahat, comme HPB s'y réfère. De Mahat se reflète Manas, qui est la capacité de savoir, de répondre de manière consciente. Donc, ce sont des modes de pensée, de Manas. Maintenant, Manas se tourne, si nous pouvons le dire de cette façon, se tourne en direction du domaine de l'expérience, doit être réaliste, c'est-à-dire qu'il agit avec ce qui semble réel. C'est ma suggestion. Alors, nous pouvons en discuter et vous pouvez vouloir trouver autre chose. Mais pour moi, c'est ce qui regarde vers l'extérieur et qui donne une réalité objective à tout ce que nous voyons. Et je suggère donc qu'il a son caractère pratique. Et plus je réfléchis à ces concepts, plus pour moi, cela commence à devenir une sorte de compréhension intérieure. L'idéalisme est, nous pouvons dire, ce qui traite des archétypes ou la ronde archétypale. Quels sont ces idéaux chez Aristote, ces formes idéales, aussi chez Platon, ces archétypes dans lesquels l'idéal est énoncé? C'est comme si c'était Manas, le mental, dans son propre domaine. Le mode idéaliste, les archétypes, nous pourrons en parler un peu plus. Le mode divin ou spirituel est celui qui regarde vers le haut, si on peut dire, ce royaume de pure connaissance qui est au-delà de tout langage, qui est au-delà de toute description.
Donc, par conséquent, HPB parle plus en détail de ces anciens textes religieux et déclare que le mode de pensée dans lequel ils ont été écrits à l'origine doit être découvert et scrupuleusement respecté pendant le processus d'interprétation. Il faut donc commencer à comprendre quel était le mode de pensée dans lequel ces œuvres originales ont été données. Par exemple, le plus ancien écrit religieux du monde est le Rig Veda. Maintenant, quel était le mode de pensée qui a inspiré les anciens rishis de l'Inde en présentant dans ces hymnes remarquables les hymnes du Rig Veda, les schémas? C'était un mode de pensée qui utilisait beaucoup les schémas. C'est ce que je suggère, si on lit le Rig Veda. Et donc, du mode de pensée idéaliste qui découle vraiment de ce mode de pensée divin ou spirituel. Mais ensuite, elle énumère certains de ces modes auxquels elle se réfère. Elle dit que c'est soit symbolique. Et nous pouvons mettre ceci au tableau et voir comment il se développe à partir de cela. Ils sont donc le mode symbolique, qui selon elle est un mode archaïque de la pensée, emblématique, qui est un terme intéressant qu'elle utilise. Elle dit plus tard un mode de pensée très ancien. Parabolique, qui est en parabole. Vous vous souvenez que les maîtres chrétiens ont dit qu'aux masses, aux personnes non initiées, ils parlaient en parabole, contrairement aux disciples avec une sagesse intérieure. Donc le mode parabolique. Elle appelle aussi allégorie. Hiéroglyphique. Bien sûr, nous pouvons l'associer particulièrement au mode de pensée égyptien, ou encore logogrammatical, et il est intéressant de voir que tout cela se réfère vraiment à l'idéalisme, à l'archétype. Logogrammatical, dont elle dit que c'est la méthode la plus difficile de toutes, est cette méthode par laquelle chaque lettre du nom, par exemple Abraham ou Adam ou un des noms de la Kabbale, chaque lettre du nom représente un mot entier et elle dit donc que personne qui n'est initié au mystère de la logographie religieuse occulte ne peut présumer savoir ce qu'un nom, dans n'importe quel fragment antique, signifie, avant d'avoir maîtrisé chaque lettre qui le compose. Donc c'est en effet très difficile. Et je ne suis évidemment pas initiée au mystère de la logographie religieuse, alors ne me demandez pas. Mais ici et là, elle nous donne quelques indices. Elle nous donne un certain nombre d'indices de ce mode de pensée, ou le nom même, car les noms ont bien sûr une grande signification, une grande puissance. Eh bien, je veux revenir sur certaines de ces affirmations, mais rappelons-nous qu'au début de sa présentation, elle dit qu'il faut laisser à l'intuition et aux facultés supérieures du lecteur le soin de saisir autant que possible le sens des phrases allégoriques auxquelles elle se réfère. Et ensuite, elle dit qu'il faut se rappeler que toutes ces stances, et nous reviendrons sur cela, font appel aux facultés intérieures plutôt qu'à la compréhension ordinaire du cerveau physique. Maintenant, à cause de l'unicité de cette présentation, la présentation de principes universels, on pourrait bien dire
pourquoi n'a-t-elle pas juste donné un petit manuel? Vous savez, voilà, ce sont les principes universels. Parce que cela n'aurait éveillé en nous rien de plus qu'une sorte d'exercice de la mémoire et que, mémoriser ces 10 principes, ou 15, ou 3, ou 4, quel que soit le nombre. Et alors, je pourrais dire, je connais la philosophie ésotérique, ce qui est à côté du point principal, car en fait, on ne la connaîtrait pas. Alors, elle le rattache donc, en quelque sorte, à un manuscrit très ancien, connu sous le nom de Stances de Diane, D-Z-Y-A-N, Diane. Mot difficile à prononcer et encore plus difficile à comprendre. Il est toutefois clairement relié au mot Dhyani, au mot Jnana, au mot Chan. Il est aussi relié au mot Zen. Mais fondamentalement, c'est à partir d'une expérience méditative, Dhyan. Et elle fait référence à cela dans la note de bas de page au début. Ce sont alors des affirmations qui dérivent d'une sorte de compréhension de la tradition orale en méditation. Et par conséquent, c'est en approfondissant cela, ce que nous ferons, que nous pouvons arriver à une sorte de perspicacité intérieure. Nous parlons ici d'un mode de pensée et de l'éveil des facultés qui, pour la majorité de l'humanité, sont vraiment inconnus. Il est intéressant, je pense, de savoir qu'Annie Besant, qui, vous vous en souvenez, a reçu ses volumes de W.T. Stead, qui était rédacteur en chef de la Pall Mall Gazette, elle devait en faire un compte-rendu. Et bien sûr, c'est cette lecture et ce compte-rendu qui ont conduit Annie Besant à rencontrer H.P. Blavatsky et finalement rejoindre la Société théosophique. Ce compte-rendu fut publié le 25 avril 1889, quelques mois après avoir rencontré HPB, et dans son célèbre compte-rendu, elle a écrit, et je pense qu'il est très intéressant qu'elle revienne sur ce point, une certaine position mentale doit être acquise avant que toute lecture de la doctrine secrète puisse être faite en évitant la fatigue et la futilité. Elle a donc reconnu dès le départ, je pense que c'est incroyable, qu'une certaine position mentale, un mode de pensée est nécessaire. Tout ce compte-rendu est très intéressant, mais nous n'avons pas le temps de l'examiner maintenant. Donc, la question doit inévitablement se poser. Quel est ce mode de pensée, cette position mentale, et comment développer cette position mentale qui est nécessaire pour comprendre la philosophie ésotérique? Parce que c'est sur cela que nous devons vraiment nous interroger.